Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Aplati dans les broussailles, Roger Champenois maintient d'une main la petite fille au sol et de l'autre frappe sur l'épaule de son compagnon. « Écoute, Darge, si tu as peur, tire-toi. C'est le moment. » Le nommé Darge a peur, sans aucun doute. Il transpire, et son visage est blême. D'une voix chevrotante et sans oser regarder Champenois, il répond « T'as tué la mère et la fille, Roger. Tu les as tués. Tu les as tués. Ferme ça, idiot. C'est bien fait pour elle. » L'œil aux aguets, Roger Champenois examine les alentours. La forêt est calme, la nuit bien noire, personne à l'horizon. Le colosse redresse sa haute taille, relevant en même temps la fillette dont les longues tresses accrochent les broussailles. Darge, son copain infirme de naissance, chétif et toujours grelottant de peur, reste accroupi derrière les buissons. Il ne dit plus rien. D'une bourrade, Champenois le bouscule. « Allez, tire-toi, tu crèves de peur !» Cette fois-ci, l'infirme ne demande pas son reste. Aussi vite que le lui permettent ses petites jambes, il se faufile dans les fourrés jusqu'à la lisière du bois. Mais avant de disparaître, il a le temps d'entendre la menace que lui jette Champenois dans le dos. « Et gare à toi! Gare à toi si tu vas raconter tout ça !» Il n'en court que plus vite encore, trébuchant sur le sentier qui mène au village. Il court comme un dératé, sans s'arrêter, et c'est à bout de souffle et de force qu'il tambourine à la porte du café. Le téléphone, vite, vite, il faut prévenir les gendarmes. Quelques minutes plus tard, c'est fait. Les gendarmes sont prévenus et le malheureux Darge, terrorisé à l'idée qu'il a vendu son copain, explique au cafetier ébahi. « C'est Champenois. Oui, c'est Champenois. Il a tué l'épicière et l'une de ses filles. Il a pris l'autre en otage. Il est parti se cacher dans la forêt. À croire qu'il est devenu fou. J'étais avec lui. J'ai rien pu faire. » Pendant ce temps, dans la forêt de Busnol, près de Houdemont, en Belgique, Roger Champenois s'assied sur les feuilles mortes. À côté de lui, Claudine, 13 ans, la fille de l'épicière du village. Il la tient, comment dire, en laisse, comme un petit chien, à l'aide d'une écharpe qu'il lui a passée autour du cou. Claudine ne bouge pas. Tout à l'heure, elle a levé ses grands yeux sur Roger le bûcheron qu'elle connaît bien, et elle lui a demandé calmement « Moi aussi, tu vas me tuer ?» Et Roger a rétorqué en bougonnant « Tu crois pas que je l'aurais déjà fait si j'avais voulu ?» L'enfant a hoché la tête en silence, et depuis tous deux se taisent. Ceci n'est qu'un épisode de plus dans la vie de Roger Champenois le bûcheron, et si son histoire ne commence pas là, elle ne finit pas là non plus. Elle ne finira peut-être jamais d'ailleurs, car dans les 4500 pièces du dossier Champenois, il en manque toujours une au moment où je vous parle. Aujourd'hui, à peu de choses près, Roger Champenois a 43 ans. À l'époque où se situe notre action de départ dans la forêt de Busnol, il en a 33. Mais nous devons faire un autre bond en arrière de 10 ans et retrouver notre homme à 23 ans pour comprendre ce qui se passe et pourquoi ce grand escogriffe d'un naturel plutôt lymphatique se terre dans les bois de son village avec une otage de 13 ans. À 23 ans, Roger est un grand garçon, pas très malin, illettré et taciturne, une sorte d'ours, au visage carré. Il est ouvrier forestier depuis qu'il est en âge de tenir une masse d'abattage. Ses muscles sont impressionnants. Il fait un peu peur aux jeunes filles des environs, et il aurait certainement eu du mal à se marier si une riche dame des environs n'avait un jour levé ses yeux gourmands sur lui. Élisabeth d'Agnan est surnommée un peu par dérision la châtelaine d'Houdemont.
Sa fortune, évaluée à 2 millions de francs belges, lui vient d'un passé sentimental lucratif et notamment d'un médecin de la région qui l'a installé dans ses meubles et royalement doté. C'est ainsi que l'ex-serveuse de bistrot, Betty Larousse, était devenue châtelaine et c'est ainsi que Roger le bûcheron vint un jour tailler dans ses coupes de bois. Selon la bonne tradition de Lady Chatterley, Élisabeth, subjuguée par les muscles de l'homme des bois, ne tarda pas à lui faire des avances, et même lui proposa le mariage. La cérémonie eut lieu le 12 juillet 1954. L'homme des bois avait 23 ans, la châtelaine 50. En rentrant de leur voyage de noces, Élisabeth acheta une ferme à Houdemont, 1 hectare de terrain, de la prairie et du matériel agricole et engagea du personnel. La vie rêvée pour un bûcheron lymphatique tel que Roger Champenois. Un jour que son copain l'infirme lui demandait « À ton avis, pourquoi il t'a épousé ?» Roger répondit « Oh, sans doute pour avoir de la compagnie. » Ce qui prouve qu'il ne se faisait aucune illusion sur la qualité des sentiments de son épouse. D'ailleurs, il avait raison car en 1956, 2 ans après leur union, Élisabeth décide tout à coup que Roger mène une vie de feignant. Elle l'oblige à s'engager comme ouvrier d'usine, se fait envoyer directement le salaire de son époux et lui remet généreusement 100 francs chaque dimanche, comme argent de poche. Par contre, Élisabeth, qui roule en voiture, se rend souvent à la ville, elle, s'y installe dans un restaurant connu, déguste un repas succulent, arrosé d'une bonne bouteille et fait de plus en plus de frasques. Elle disparaît une première fois 15 jours, puis 2 mois, et raconte qu'elle va rendre visite à une tante à Libye, à Var. Ce qui frappe surtout les rares amis qui fréquentent la ferme, c'est le mépris avec lequel elle traite son mari. Elle le renvoie quand elle a des visites, le met à la porte comme un chien toute une nuit, se plaint ouvertement de sa bêtise et va même jusqu'à le menacer d'un fusil. Mais Roger, placide, ne se fâche jamais. Il se contente de la traiter de vieux tas et disparaît dans les bois jusqu'à ce qu'elle se calme. Dans les bois. C'est là qu'il se cache, la nuit, des années plus tard, avec la petite Claudine comme otage. Cette fois, les gendarmes l'ont repéré. Ils se terrent à distance respectueuse, l'arme à la main. Roger les entend chuchoter et guette leur déplacement au craquement des feuilles sèches. Il est plaqué contre un arbre. Provisoirement, il a lâché Claudine en lui recommandant de se coucher par terre. « Ne bouge pas, petite. » Claudine ne bouge pas. Depuis que Roger l'a traînée de force jusqu'ici, elle est restée d'un calme impressionnant. Elle observe le déroulement des opérations sans peur excessive. Si bien qu'elle ne tressaille même pas lorsqu'elle entend à quelques mètres d'elle une voix qui chuchote « Claudine! Claudine, tu m'entends ?» Les yeux de la petite fille se tournent vers Roger qui s'est légèrement déplacé pour atteindre le sac de provisions qu'il traîne avec lui. Il n'a rien entendu. Il est trop loin d'elle. Alors sans bouger, elle répond « Oui, lève-toi. Lève-toi doucement et cours sur ta gauche. N'aie pas peur. Nous sommes les gendarmes. » Claudine obéit. Elle se lève lentement, puis court de toutes ses forces et atterrit dans les bras d'un gendarme. Ce dernier opère une retraite rapide et quelques secondes plus tard, l'enfant est à l'abri. Roger s'est redressé trop tard. Il a compris. D'un bond, il ramasse ses 2 fusils et disparaît dans le noir, son sac de provisions autour du cou. Il échappe à des centaines de gendarmes qui croyaient l'encercler, à une armée de volontaires, d'anciens maquisards et de militaires qui vont fouiller la forêt sans résultat pendant des jours entiers. Roger connaît la forêt comme sa poche. Il y a vécu pendant l'occupation allemande et elle s'étend sur des kilomètres. Bien malin qui dénichera le renard qu'il est devenu. Mais la fin de ce premier épisode comporte une bonne nouvelle. L'épicière et sa fille, la sœur cadette de Claudine, le petit otage courageux, ont échappé à la mort toutes les deux. Roger a cru les tuer, mais dans sa rage, il a frappé avec sa hache n'importe comment. La femme et l'enfant étaient couchés, les oreillers ont pris la plus grande partie des coups, fort heureusement. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1.
Au début de juillet 1963, après 11 ans d'un mariage de plus en plus mouvementé, Roger connaît quelques semaines de tranquillité. Son bourreau d'épouse, qui va sur ses 60 ans, subit en clinique une légère opération au pied gauche. Il quitte l'usine où il étouffe et retrouve la ferme, la liberté et la forêt qu'il aime par-dessus tout. Au bout de 20 jours, c'est presque avec plaisir qu'ils se retrouvent. Elisabeth est de bonne humeur, Roger est souriant. C'est du moins ce que constate le chauffeur de taxi qui ramène l'éclopé au bercail. D'ailleurs, dès le lendemain, elle annonce qu'elle va se reposer 4 semaines chez sa tante, enfin la fameuse tante Alibi, à Var. En partant, elle demande à son boucher habituel de continuer ses livraisons et notamment de livrer le mardi suivant, le 23 juillet, pendant son absence. Ce jour-là, le boucher livre la viande et c'est Elisabeth elle-même qui le règle. Elle n'est donc pas partie. Attention, c'est là que rien ne va plus. Premièrement, le boucher, qui dit avoir vu Elisabeth le 23 juillet 1963, le dit 8 mois après, c'est-à-dire en mars 1964. Alors, oublions-le pour l'instant, car Roger, lui, dit exactement le contraire, puisqu'il prétend avoir conduit sa femme à la gare le lundi matin 22 juillet, elle allait voir sa fameuse tante. Au mois d'août, sans nouvelles d'Elisabeth, il va voir les gendarmes, leur dit qu'elle n'est pas rentrée, et ne peut même pas donner l'adresse de la tante, qui d'ailleurs n'a jamais existé. Les gendarmes ne prennent pas sa demande de recherche au sérieux, et Roger retourne à la ferme. 2 mois s'écoulent. La rumeur publique commence à s'émouvoir, et la justice décide de l'interroger. « Pas de nouvelles de votre femme ?»« Ah si, dit Roger. Elle est passée me voir le 20 octobre. Elle était en voiture avec un monsieur. Elle m'a dit qu'elle habitait à Louvain avec lui, qu'elle y resterait pour l'hiver. »« Et vous n'avez pas averti les gendarmes ?»« Bah, la première fois, ils n'ont rien voulu faire, alors. » Le plus étrange, c'est qu'Elisabeth n'est restée que quelques minutes d'après son mari. Et ce n'est pas tout. Quelque temps plus tard, au cours d'un nouvel interrogatoire, Roger apprend au juge qu'il a reçu 2 lettres, une en octobre et une en février, et qu'il les a brûlées comme sa femme le lui avait demandé. Mais des lettres de qui? Adressées à qui? Roger a une moue dubitative. J'en sais rien, je sais pas lire. Alors comment saviez-vous qu'il fallait les brûler? Elisabeth m'avait dit de brûler s'il y avait une croix dessus. Et il y avait une croix. Relâché par le juge, assez perplexe, Roger se plaint au curé du village. Elle sera punie, j'espère. Elle sera punie pour tous les ennuis qu'elle me donne. Hélas, les ennuis ne sont pas finis. Au mois de mars, arrive le témoignage tardif mais troublant du boucher qui aurait vu Elisabeth le 22 juillet. Elle aurait même écrit de sa main sur son carnet une commande pour le samedi suivant. Roger le bûcheron est arrêté le 1er avril. Drôle de farce. On fouille le jardin de la ferme, les prairies, les bois. On cherche en vain le corps d'Elisabeth. On recueille des centaines de lettres et autant de témoignages, qui sur le mari, qui sur la ferme. Et de guerre lasse, et faute de preuves, faute surtout de cadavres de ce crime présumé, on relâche Roger Champenois au mois de juin 1964. Dès le lendemain, Roger se remet aux travaux de la ferme. Il semble moins renfermé, plus sociable, comme si la prison l'avait dégourdi. Il cherche même du travail. Mais le village accuse. Certains le traitent même d'assassin au passage. Les forestiers n'ont plus de travail pour lui. L'usine non plus. Roger redevient l'ours qu'il était, il fuit tout le monde, n'ouvre à personne, sauf à son ami Darge, l'infirme, et tous deux rêvent d'aller se réfugier dans les bois et d'y vivre. Roger se met à boire et à dépenser tout l'argent dont il dispose en ruminant des idées de vengeance. Ces idées, il les rumine toujours, du haut des arbres, où il observe depuis plusieurs jours l'immense partie de cache-cache qu'il joue seul contre une armée de gendarmes. La nuit, il se glisse entre les gardes et dort dans les meules de foin. Il a faim, il a froid. Depuis le 20 août, il a largement englouti ses provisions. Nous sommes le 29, et la veille, il s'est échappé de justesse d'une cave où il s'était réfugié. Il a dû abandonner sa veste et ses bottes qu'il avait retirées, quelques carottes et des poires. Maintenant, il marche en chaussettes, l'estomac creux. Sa grande carcasse s'épuise tout doucement. Il ne lui reste que la vengeance. Il la voulait terrible, cette vengeance, après son retour au village. Darge l'infirme
a bien essayé de l'en empêcher, mais ils se sont disputés tous les deux. Darge a peur, et le bûcheron le traite de dégonflé. Darge se sauve, mais le bûcheron le rattrape. Si tu ne marches pas, tu t'en repentiras. Et tu sais de quoi je suis capable. Ce qu'il voulait, c'était la mort de l'épicière, Denise Goury. Elle avait raconté au juge pendant l'instruction une histoire de chaux vive que lui, Roger, aurait achetée chez elle au moment de la disparition de sa femme. Alors, il fallait faire disparaître cette faiseuse de ragots. C'est une véritable expédition punitive que montrent Roger et Darge ce jour-là, avec déguisement, cagoule noire, gants blancs et chaussures souples. L'un gigantesque et hargneux, l'autre minuscule et terrorisé. Une échelle le long du mur de l'épicerie, Roger grimpe le premier. En bas, une Jeep est prête à partir, contact allumé. Mais l'épicière n'est pas seul, les enfants se mettent à hurler. Roger cogne à tort et à travers avec sa hache sur un lit. Il vole 2 fusils, fait le plein de victuailles dans le magasin en prévision de sa retraite dans les bois. Une gamine surgit, c'est Claudine. Il la traîne avec lui dans la Jeep, poussant en même temps à coups de pied son compagnon grelottant. Tout le temps de leur fuite rocambolesque jusqu'à la ferme, où Roger donne des vêtements à l'enfant en chemise, Darge ne cesse pas de pleurer qu'il veut s'en aller. Roger finira par céder. C'était au début de ce dossier extraordinaire. Le 1er septembre, à la nuit, après 11 jours de chasse à l'ours, Roger est en pleine forme, ou presque. Il a réussi à voler sur une table de ferme où l'on célébrait un mariage, un jambon de 7 kilos, un veston et 2 vieilles bottes. Un peu rassasié, il se laisse surprendre par un peloton de gendarmes. Il court à travers champs, on tire sur lui sans l'atteindre, et il réussit à grimper tout en haut d'un chêne sans se faire voir. Malheureusement, quelques instants plus tard, un gendarme l'aperçoit par hasard en levant les yeux. Depuis longtemps, Roger n'avait plus d'armes. Rien qu'un chapelet dans la main, que son copain Darge, peureux mais croyant, lui avait donné. En novembre 1965, après 11 jours d'audience, Roger Champenois est condamné aux travaux forcés à perpétuité pour un meurtre sans cadavre. Il n'y a aucune preuve formelle, mais les jurés ont estimé les présomptions suffisamment graves. Roger, que la presse a surnommé le Domenici belge, n'a même pas bénéficié du doute, et l'on a vu des journalistes surpris par cette peine maximale en Belgique parler d'erreur judiciaire. Roger niait et nie toujours. Sur quoi s'est appuyée l'accusation? Sur la présence à la ferme des lunettes, du portefeuille et des bijoux de la disparue, et sur le fait que son compte en banque n'a jamais été touché. Finalement, en dehors d'un témoignage, celui du boucher, survenu 8 mois après les faits, je vous le rappelle, l'accusation ne joue que sur des invraisemblances. C'est pourtant elle que les jurés ont suivi. Mais dans les milieux judiciaires, un malaise persiste. Quant à Roger Champenois, il n'a rien compris aux 4500 pièces du dossier, rien aux termes juridiques, rien à la plaidoirie de son avocat. Il n'a même pas compris qu'on l'enfermait en prison pour la vie, puisqu'il a demandé ce qu'il fallait faire pour en sortir et pour combien de temps il était là. 10 ans ont passé. Roger a 43 ans. Il est encore en prison, sûrement. S'il a tué sa femme, on comprend pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il en a fait alors? Et s'il a été si malin pour réussir un crime parfait, pourquoi se serait-il bêtement jeté dans la gueule du loup en essayant maladroitement d'assassiner une épicière trop bavarde? Évidemment, elle parlait de chaux vive, cette épicière. Mais l'accusation n'a même pas retenu ce ragot. Et si la châtelaine d'Oudemont avait réellement disparu, de sa propre initiative? Aujourd'hui, elle irait sur ses 71 ans. Qui sait si Roger Champenois n'est pas veuf maintenant, sans le savoir. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production,
Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.